Très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2025. Nous allons décortiquer l'actualité. Il y a tellement d'actualités que nous vous demandons de rester scotchés jusqu'à la fin. Je vais vous donner des révélations au regard de l'actualité par rapport au Rwanda, aux négociations, mais aussi au deal et au dossier interne de la République du Congo. Nous allons partager cela pour que nous puissions nous enrichir ensemble et que nous gardons les caps pour que nous puissions aider notre pays à aller d'avant, à s'émanciper pour notre bien-être commun. Voilà. Les conditions que le Rwanda impose pour son retrait à l'est de la RDC sont graves. Nous allons essayer de décortiquer cela. Alors, pour mieux élucider notre thématique d'aujourd'hui, soit les problématiques d'aujourd'hui, voici les points que nous allons quand même débattre aujourd'hui parce qu'il y en a quand même assez. Mais on va essayer de le résumer, d'expliquer et de donner certaines précisions pour que nous soyons tous à la page de l'actualité, mais aussi de l'analyse objective. Bintou Keïta est à Goma. Pourquoi elle est à Goma? Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le message qu'elle apporte? Comment cela est possible? Nous allons analyser. Je vous demande de rester jusqu'à la fin et vous allez comprendre pourquoi nous allons analyser sur ce point-là. Le Rwanda met des préalables, comme je l'ai dit, pour son retrait. Quels sont les préalables que le Rwanda essaye d'imposer dans le cadre des négociations? On va aussi dire un mot. Et l'AFC M23 et Kabila sous pression américaine. Pourquoi? Comment? On va aussi dire un mot là-bas. La Senco réagit aux propos de Jean-Pierre Bemba. Et nous allons décortiquer la réaction de la Senco et qu'est-ce que cela signifie. On va aussi analyser comme ça. Et Félix Tshisekedi doit se préparer à toute éventualité d'une confrontation directe avec le Rwanda sous le label AFC-M23, sous couverture. Voilà, il se cache derrière. Quelle est les thématiques que nous allons développer aujourd'hui? Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et sans tarder, on va directement passer. Nous avons tous suivi que Bintou Keïta est arrivé à Goma. Bintou Keïta est le représentant déjà de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Ils sont ici en République du Congo pendant plusieurs années. L'objectif était une mission de paix, bien que ça s'est transformé, c'était MONUC, MONUSCO. On a essayé d'ajouter des missions, mais sans un réel un résultat pour le bien-être de la population, pour lesquels ils se disent qu'ils sont venus pour protéger et puis combattre. Malheureusement, le résultat ne suit pas. Donc, or, des actions sans réelle effectivité, ce sont que des simples imaginations. Donc, on peut juger l'efficacité d'une action par ce résultat. Les résultats que l'action là va donner effet, quoi. Voilà. Et là, malheureusement, la MONUSCO, jusque-là, on n'a jamais eu de résultat. Et là, elle se retrouve, leur représentant Bintou Keïta à Goma. Ce qui est vrai, nous avons tous suivi qu'elle est porteuse d'un message parmi ces missions à Goma des États-Unis. Vous avez tous suivi que les États-Unis, et avant-hier, demandent au Rwanda et ses supplétifs MC23 de quitter la partie est de la République démocratique du Congo dans l'immédiat sans condition. On leur a donné une semaine, c'est-à-dire que depuis jeudi, date butoir, ce jeudi, je pense qu'un week-end, et que ça va prendre effet. Alors, Bintou Keïta est arrivé là-bas pour leur aussi notifier ces messages des États-Unis.
Pourquoi nous disons cela? Puisque certaines personnes vont nous poser la question, mais Bintou Keïta, il travaille pour les Nations Unies, les États-Unis, c'est un État. Comment elle va apporter le message? Non, vous devez savoir une chose que vous devrez retenir que les organisations internationales sont d'abord politiques. Et comme dans les droits internes, soit dans l'organisation politique interne, les poids politiques priment. Les États-Unis, au sein de ces institutions-là, d'ailleurs, la plupart des institutions internationales, les plus grands contributeurs en termes de financement, c'est les États-Unis. Et au sein des Nations Unies, les États-Unis contribuent à la hauteur de 60%. Et donc, il a un droit politiquement, hein, parce que tout ne se passe pas seulement en tenant compte des textes qui existent et qui régissent ces différentes institutions, mais aussi ce qu'on appelle des politiques des couloirs, ce qui se font, ce qui se prépare avant la prise de décision. Puisque vous devez savoir que les organes des Nations Unies, ça dit que lorsqu'on part dans l'Assemblée générale, il y a des votes qui se passent là-bas. Même s'il s'agit de prendre, au niveau du Conseil de sécurité, il faut prendre une résolution, c'est des votes. Or, ces votes-là est précédé par des négociations en coulisses. Et ces négociations-là, il y a des poids politiques, il y a aussi des pressions qui se font autour de ces États-là. Et donc, Bintou Keïta a apporté ce message aussi des États-Unis pour leur dire qu'il n'y a plus rien à faire et que vous devrez, si vous voulez faciliter ces processus de paix, vous devez quitter comme on vous a demandé de le faire. C'est vrai que nous ne pouvons pas faire confiance, on ne fait toujours pas confiance d'ailleurs, à la MONUSCO depuis qu'elles sont là. Nous avons vu des dégâts dans cette partie Est sans qu'ils réagissent, donc, et que nous les suspectons parfois aussi d'être en complicité avec les rebelles, parce que là où partout où se retrouve la MONUSCO, il y a toujours des choses qui s'accentuent, qui s'amplifient encore davantage, au lieu que ça puisse changer la situation. Mais nous constatons qu'il y a l'aggravation des situations partout où la MONUSCO va pour intervenir. Donc, il y a aussi des preuves acclamantes, il y a même des rapports qui prouvent que certains membres casques bleus de la MONUSCO c'est donné aussi à ces mouvements aussi des trafics illicites des minéraux, même aussi des transports d'armes, et que les rapports là sont tellement accablants et que ça fait douter de la sincérité, surtout de l'impartialité de cette institution qui est vouée être neutre. Malgré cela, le message est celui-là, et donc Bintou Keïta les a donnés. Malgré qu'on les a donné ces messages-là, vous devez savoir aussi que Massad Boulos lui-même aussi leur a demandé de quitter. On leur a demandé de quitter et aussi l'AFC 123, même Kabila, a été notifié de cesser de faire ça au risque d'être sanctionné par les États-Unis. Puisque vous devez savoir que l'ancien président de la République a tellement une fortune que si il continue à tomber dans ces pièges de chercher comment contourner, soit créer des crises dans cette partie Est, il risque de ne pas bénéficier de tout ce qu'il a eu à amasser comme richesse en République démocratique du Congo. Il serait mieux pour lui de se retirer et puis de vivre calmement. Bien que ça sera très difficile pour lui, comme qui dirait, les salaires du péché, c'est la fin d'une personne. Pourquoi? Tout ce que nous faisons ici, nous allons toujours le récolter. C'est ça le problème. C'est pourquoi quand on dit, lorsque dans la vie on pose des actes, on doit savoir ce que l'on pose parce que nous allons récolter ce que nous avons semé. Et là, on peut rien dire, ça ne sera que des conséquences qui pourront arriver. Donc, il n'y a pas grande chose à dire là-dessus. C'est pourquoi nous disons, l'AFC 23, ils sont sous pression américaine. On leur demande de quitter, mais eux, ils cherchent maintenant à s'entêter. Et le Rwanda, chose grave, comme nous étions en train de dire, le Rwanda a imposé des préalables. Mais des préalables que le Rwanda impose pour le retrait de ses troupes, ce sont des préalables, à mon humble avis, je pense que c'est irréalisable. Parmi lesquels, le Rwanda veut que l'on enlève l'état de siège dans cette partie est de la République démocratique. Très chers compatriotes, est-ce que une telle condition, bien un tel préalable, peut-il être accepté? Je ne pense pas que nous pouvons accepter cela. Si nous acceptons d'élever
l'état de siège parce que le Rwanda l'a exigé dans le cadre de ces accords aussi, c'est que nous ne comprenons pas ce que nous voulons. Parce que la première des choses, nous devons savoir que nous sommes un État. Même les États-Unis qui jouent les médiateurs entre nous et le Rwanda est en train aussi de nous observer, de voir quel est le degré de maturité que nous avons. Ils vont voir comment nous, on peut faire respecter nos lois. Si nous sommes des gens qui négocient des lois, des sanctions, nous risquons d'être regardés dans un mauvais œil. Vous devez le savoir. Ces gens-là observent aussi des choses. L'attitude des gens qui se disent des démocrates et puis des gens qui respectent l'état des droits, ils doivent d'abord s'opposer à toute manière de vouloir nous faire violer nous-mêmes notre constitution. Puisque vous devez savoir que l'état des sièges est un droit constitutionnellement garanti. Notre constitution prévoit la possibilité d'imposer l'état des sièges. Et puis, comment est-ce possible un État tiers peut venir nous demander d'enlever quelque chose que nous avons fait de plein droit au regard de notre constitution? Ça, déjà, c'est une injure, c'est une humiliation que le Rwanda tente de nous infliger. Malheureusement, pour le Rwanda, c'est difficile de passer cet argumentaire-là. Et puis, le Rwanda demande également que tous ces mouvements FC1-23, ce sont des mouvements congolais qui revendiquent des droits et qu'on ne peut pas les chasser dans leur propre pays. Il faudra trouver des solutions adéquates au regard de leurs revendications. Là, c'est pour faire passer leur agenda des minorités, soi-disant, qui sont marginalisées. Encore une fois, cet argumentaire ne pourra plus passer parce que le Rwanda a chanté cet argumentaire-là, ça ne tient pas de parce que les États-Unis l'ont rétorqué pour dire tout simplement que, mais s'il s'agit de cela, c'est le problème interne. Vous avez déjà signé la déclaration de principe à l'intérieur de laquelle il est mentionné très clairement la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et si vous lisez cette déclaration de principe, en fait, en réalité, ce n'est que la reprise de tous les principes généraux du droit international entre les États et qui devaient se respecter mutuellement. Et ce rappel-là est très important justement parce que c'est ça ce qui pose problème. Puisque le Rwanda, à chaque fois, il vient nous agresser sous prétexte que ce ne sont pas eux, ce sont des mouvements rebelles, alors qu'en réalité, des preuves sont accablantes. Voilà la méthodologie que les États-Unis ont utilisée. On a déjà lancé ces documentaires qui prouvent, avec des drones à l'appui, que le Rwanda a participé activement et directement dans le conflit dans notre partie Est et comme étant acteur majeur en imposant, en installant des bases, des drones, des systèmes à tir et balistiques, tout ça, et ils ont installé ça dans un État tierce. Franchement, là, ce n'est rien d'autre qu'une agression. Et ce que le Rwanda a fait, quoi qu'il arrive, il sait déjà qu'ils seront condamnés, poursuivis. Nous allons les amener devant les instances judiciaires au niveau international. Tôt ou tard, nous allons le faire. Puisque nous avons déjà une preuve, puisque depuis longtemps, le Rwanda nie cela, c'est cette résolution V773 et qui constitue les bras séculiers de notre argumentaire partout, parce que là, ça a revêtu déjà le caractère erga omnes. Cette résolution, non seulement a été votée, mais a été votée à l'unanimité. Tous les États ont été unanimes au sein du Conseil de sécurité que le Rwanda est l'agresseur et qu'il doit quitter immédiatement sans condition. Et les préalables que le Rwanda tente de faire ici, ça va même à la contre même du contenu de cette résolution, mais aussi même des déclarations de principe. Et c'est là, ça ne va pas passer. Donc, au regard de tout ce qui se passe, nous comprenons tout de suite que le Rwanda tente les tout pour les tout. Faire des manœuvres pour voir comment, comme on essaie de le dire, congoliser l'affaire, faire entrer ses pions, l'ancien président de la République Kabila, mais aussi Nanga et les autres, pour faire voir que c'est un problème des Congolais et qu'ils doivent partir comme ça. Lui peut commencer à tirer des ficelles derrière pour continuer à exister et à continuer à piller. Or, cela ne sera plus possible pour beaucoup de raisons. Et parmi ces raisons-là, la raison principale, c'est le fait déjà que les États-Unis
signe un accord de partenariat ou s'il va signer bientôt un accord de partenariat avec la République Antigua concernant des minéraux stratégiques. Or, les plus grands gisements, par exemple, la mine de Urbaya, c'est là où les Rwandais étaient en train d'exploiter illicitement et que ça sera maintenant contrôlé par les Congolais puisqu'il s'agit d'un deal qui existe. Les Rwandais sera en difficulté maintenant de venir prendre comme il veut parce qu'il y aura un contrôle. C'est pourquoi on a fait appel d'Eric Prince avec Blackwater, c'est-à-dire que qui est sa société militaire qui va venir maintenant nous aider à la fois à la formation, mais aussi à la sécurisation, quand même, à la sécurisation quand même de ces sites-là, mais aussi va participer à la formation et à la sécurité dans toute cette partie-là. Il est aussi à noter que les minéraux stratégiques ne se retrouvent pas seulement dans cette partie Est, et vous avez tous suivi qu'on vient de découvrir, il y en a plusieurs d'autres. Donc, à la longue, avec ces partenariats, qui pourront avoir comme retombée de 500 milliards de dollars américains, ça, c'est un impact considérable qui va nous permettre de quitter l'étape des pays les moins avancés et pour passer au moins pays en voie de développement et très avancé. Donc voilà, c'est ces points-là, c'est que nous allons faire. C'est ça, c'est que le Rwanda ne veut pas. Le Rwanda ne veut pas, c'est la plupart des pays voisins, soit des pays africains, ne veulent pas voir la République démocratique se développer parce que nous allons devenir une puissance. Parce que nous sommes une puissance par nature. Au regard de ce que nous représentons, au regard de notre superficie, de nos richesses, de notre potentialité, de notre capacité, en termes même de ressources humaines, nous en avons. Bien que sur d'autres secteurs, il n'y a pas assez de gens, c'est là aussi les investissements doivent venir investir dans tous ces domaines-là. Voilà ce que nous pourrons dire sur ces points-là. La Senco réagit aux propos de Jean-Pierre Bemba. Comme moi, vous avez tous suivi que Monseigneur Choli a réagi condamnant les propos de Jean-Pierre Bemba, lui qualifiant même de quelqu'un qui dit des hérésies, des choses qui sont infondées. Mais ce qui m'a instigé dans la déclaration d'Abbé Choli, c'est le fait pour les gens de l'Abbé Choli d'être désolé par le fait que le gouvernement a suivi des propos comme ça, déplacés, qui va empêcher la cohésion nationale, mais le gouvernement n'est dit mot. Mais ce que nous allons lui rétorquer est très simple. Mais la Senco était incapable de condamner le Rwanda, ou sinon est incapable de condamner le Rwanda, ni l'ancien président de la République, ni la rébellion, mais il a fait plutôt le contraire, il est allé manger et sourire avec ceux-là même qui tuent nos compatriotes. Et la Senco était incapable d'aller même visiter des lieux où les gens sont morts alors qu'ils étaient à coma. Ils sont entrés par le Rwanda qui nous agresse, non seulement ils sont entrés là-bas, ils ont reçu même des financements de celui-là même qui nous tue. Mais qu'est-ce que cela ça signifie? Comment est-ce que la Senco peut prendre l'audace maintenant là d'accuser le gouvernement de ne pas intervenir aux propos des Jean-Pierre Bemba alors que et ils ont rien fait alors que devant des faits accablants, il y a même une résolution des Nations Unies qui atteste que le Rwanda agresse les Congo, mais ils sont incapables de le faire. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se cache derrière, c'est qui prouve que ces gens-là ne sont pas neutres. Les autres gens qui ont déjà des partis pris, ils ont des agendas cachés contre la République, que nous devons être prudents. Et donc, ça commence ça met des doutes très clairement qu'il est difficile d'accepter que la Senco puisse jouer la médiation, même si c'est là, les dialogues pourraient avoir lieu, parce qu'ils ne sont pas neutres. Et donc, voilà la réponse que nous pourrons donner par rapport aux propos de Monseigneur Choli que nous trouvons. C'est indigne, c'est indécent, justement, parce que ils ne sont pas exemplaires eux-mêmes par rapport à tout ce qui se passe au pays, mais plutôt le contraire, ils viennent encore stigmatiser des propos racistes, tout en disant qu'on attaquait les Swahili sans apporter la moindre preuve. Voyez-vous, vraiment, c'est regrettable pour notre pays. C'est pourquoi nous disons que Félix Tshisekedi doit se préparer à toute éventualité d'une confrontation directe avec le Rwanda sous AFC-M23. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont pas accepter des partis comme ça. Tellement que Kagame cherche maintenant à congoliser l'affaire, même s'il s'est retiré
par pression des États-Unis, il va chercher maintenant à faire tout que le Congolais puisse dire que nous sommes dans notre pays, on ne peut pas partir. Étant des Congolais, les États-Unis auront maintenant des difficultés auront les difficultés pour les chasser. Il va se dire que ce sont des Congolais. Ils vont maintenant demander à Tshisekedi de pouvoir régler ces problèmes-là. Et Tshisekedi, en voulant régler ces problèmes-là, ils vont poser des conditions qui sont irréalisables. Par exemple, comme ils disent qu'on leur donne la gestion de toute cette partie Est. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est l'une des conditions que le roi doit s'imposer, c'est-à-dire que la gestion de toute cette partie Est. Mais ça, c'est de la folie. En fait, en réalité, ils sont des Congolais ou pas. Comment on va donner à un groupe de Congolais la gestion d'une partie qui échapperait à l'État? Sont-ils l'État? Sont-ils devenus État? Alors, quelle est la place de la population? Même la population qui vous tient, qui sont dans toute cette partie-là. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, c'est maintenant nous qui vous gérons et l'État nous a fait ça. Mais quel est l'intérêt du peuple lorsque vous allez gérer cette partie-là? Donc, vous vous battez pourquoi? Pour vos intérêts personnels. Voyez-vous, des arguments que ces gens-là donnent prouvent que ces gens-là ne travaillent que pour leurs propres intérêts. Ils ne pensent pas à la population. C'est pourquoi la population, on doit se réveiller. On doit être éveillé et on doit prendre tout en main. C'est-à-dire que savoir revendiquer nos droits et mais savoir dire non contre les gens qui veulent nous mettre de la poudre aux yeux. En fait, en réalité, ils sont là pour leurs propres intérêts. Voilà un peu des éléments que nous avons voulu aborder ici. Et pour terminer, comme j'étais en train de dire, à toute éventualité que les Tshisekedi, le gouvernement doit se préparer parce que ces gens-là ne vont pas partir, puisqu'ils vont essayer de congoliser des choses, ils vont se battre. Ils vont se battre, ça ne sera pas pour la première fois. À l'époque même des sécessions katangaise et kassayennes, c'est quoi Katangaise, Moïse Tshombe s'était entêté contre les États-Unis qui leur avaient demandé de quitter, de cesser créer des isanies dans cette partie. Mais Moïse Tshombe a voulu s'entêter, les États-Unis a intervenu par l'entremise des Nations Unies. Il a donné des mots aux Nations Unies. Donc, il y a eu des groupes des troupes des Moïse Tshombe se sont bâtis avec les Nations Unies. C'est comme quand on vous a dit ici que Bintou Keïta est allé à Goma avec les messages des États-Unis. Vous ne devez pas vous étonner, ça ne sera pas pour la première fois. Ça s'est déjà fait, ça continue à se faire parce que les États-Unis est une grande puissance et un grand contributeur qui a un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe au niveau de ces plateformes internationales. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi de partager nos vidéos pour une large diffusion. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobikwite. Je suis juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et moi, je vous dis à la prochaine.